place de la Concorde se sont écrites quelques-unes des grandes pages de l'histoire de France. C'est la plus grande place de Paris et une des plus grandes places de France. Il s'agit ici d'une place royale. Donc les places royales à Paris, normalement, elles sont fermées, entourées de bâtiments. Or celle-ci, la grande originalité, la grande nouveauté, c'est son ouverture. C'est-à-dire qu'elle est fermée que sur un seul côté, mais ouverte sur les trois autres. Depuis l'origine, aucune construction côté Seine et de part et d'autre de la place, les Tuileries et les Champs-Élysées. Comme toute place royale, celle-ci est créée pour accueillir une statue du roi. Au niveau de l'obélisque, donc il n'y avait pas l'obélisque, il y avait une belle statue équestre du roi Louis XV. L'évolution des noms de la place de la Concorde correspond notamment à l'histoire de France. Au début, effectivement, c'est une place royale, donc qui s'appelle la place Louis XV. Et puis, au moment de la Révolution française, elle va prendre le nom de place de la Révolution. Donc, la statue de Louis XV est détruite, et à sa place, on va installer une statue de la Liberté, avec un globe dans une main, un sceptre dans l'autre, et à côté de cette statue, on va installer la guillotine. La place de la Révolution devient alors un terrible théâtre. Louis XVI et Marie-Antoinette y sont décapités. Sous la Terreur, 2500 personnes sont exécutées en un an à peine. Difficile d'imaginer que la place s'appellera un jour Concorde. C'est par la suite, au moment du Directoire et du changement de régime, que cette place va prendre le nom de place de la Concorde, pour justement symboliser le nécessaire équilibre entre les différentes composantes de la nation. Et comme symbole extrêmement fort, la première mesure du Directoire va être l'abolition de la peine de mort et le changement de nom de la place de la Révolution en place de la Concorde. C'est le roi Louis-Philippe qui donne à la place son aspect actuel. Il y rassemble 8 statues de villes emblématiques du royaume. Et l'obélisque devient son centre de gravité. C'est le 25 octobre 1836 que l'obélisque va être érigé en présence de centaines de milliers de Parisiens. Le roi Louis-Philippe, lui, est sur les balcons de l'hôtel de la Marine qu'on voit derrière nous. Il est un peu en retrait parce qu'il se dit, bon, si ça casse, je vais peut-être pas me présenter pour qu'on m'applaudisse parce que ça risquerait de mal tourner. Et quand il voit qu'enfin l'obélisque est érigé, il sort, le public l'applaudit, rideau, c'est parfait. Direction l'hôtel de la Marine. Ancien haut commandement de la Marine jusqu'en 2015, le bâtiment est aujourd'hui en travaux. Du coup, je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va changer. Brice Payen a un rendez-vous avec la directrice de la conservation, Delphine Christophe. C'est elle qui coordonne ce chantier riche en surprises. À l'origine, l'hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans les anciens appartements des intendants du garde-meuble, on sonde, on gratte, on répertorie les décors du XVIIIe siècle. Par exemple, ici, en fait, nous avons fait des sondages pour essayer de voir si nous avions conservé les décors 18e. Et ici, vous voyez que le décor sort et qu'il est en parfait état. Donc, on sait que pour pouvoir le dégager correctement, toute l'opération devra se faire manuellement, c'est-à-dire vraiment mécaniquement, donc au scalpel. Il n'y avait pas une histoire avec un trou, une sorte de lorgnette qui avait été faite par les nazis, enfin, par les Allemands, quand ils ont occupé l'hôtel de la Marine. Alors, attendez, on vérifie. Ah, ben voilà. Il est là. Ah, mais si, vous avez raison, il est encore là. Il est là. Ah, oui. C'est un œil de bœuf. Un Judas qui permettait de contrôler la rue de Rivoli. Déjà restaurés il y a 10 ans, les salons d'apparat aménagés au XIXe siècle. Ah oui. Là, on est en plein Napoléon III. Et il y a ici des portraits.
qui Absolument. sont des portraits qui datent de la marine. Qui datent de la marine. Donc vous allez pouvoir, vous voyez, vous avez Bougainville, vous avez la Pérouse, donc les grands marins, les grands découvreurs, ceux qui ont vraiment fait toute la gloire de la marine royale, donc sont représentés ici. Donc nous sommes vraiment sur un décor qui affiche vraiment la puissance de la France et qui affiche la puissance militaire, mais aussi la puissance économique du pays au travers de la marine. Nous gagnons la chambre de l'intendant du garde-meuble, où se trouve un trésor caché. Alors, cette chambre, elle donne sur des espaces très privés de l'intendant, et en particulier ce petit bijou, qui est le cabinet des glaces. Quelque part, l'intendant du garde-meuble est vraiment à la pointe et ne se refuse rien. Et c'est extrêmement précieux, les miroirs. C'est extrêmement précieux, les miroirs à cette époque. C'est quand même une œuvre tout à fait unique. Alors, avec des petites reprises, puisque vous voyez qu'effectivement, à une époque, pour des questions de bienséance, donc on a un petit peu recouvert d'un voile pudique tous ces personnages féminins que nous observons ici, mais nous sommes vraiment dans un lieu très privé. Le départ de la marine a permis d'autres découvertes. Là, vous avez la chambre de Fontagneux, là, vous avez le cabinet des glaces, et ici, vous avez ce qui était le cabinet doré. Et pour une surprise, c'est une surprise. Ici, c'est le cabinet doré. Exactement. D'accord. Ici, c'est le cabinet doré. En quoi il est doré? Alors aujourd'hui, il est inox. Il est plutôt argenté, oui. Ne vous y trompez pas. Les sondages ont révélé que la dorure existe encore bel et bien. On est sur quelque chose d'aussi précieux finalement que le cabinet des glaces. Il y a un côté quasiment archéologique, justement, dans la conservation de ces différentes couches. Dès qu'on gratte, on arrive à une couche plus ancienne, et c'est ça qui est très intéressant dans cet hôtel. Ça nous enseigne l'origine de nos traditions et la filiation qui existe entre le passé et le présent. L'hôtel de la Marine, jusqu'à présent, depuis 1 an et demi où on fait des sondages, c'est bonne surprise sur bonne surprise. Et feuilleton à rebondissement. Et feuilleton à rebondissement, avec une fin en 2 ans, 2 ans et demi. Sur la place de la Concorde, un autre bâtiment a fait peau neuve. Après 4 ans de travaux, l'hôtel de Crillon a rouvert en juillet 2017. Avec toutes ces transformations, le Grand Hôtel espère accéder au statut de palace. Le nouveau bar des ambassadeurs se prépare pour la journée. Ces décors du XVIIIe siècle sont classés. Le marbre des murs décline 7 couleurs et encadre de grands miroirs. Les lustres d'origine ont été parés de colliers pour un style plus contemporain. Les salons historiques du 2e étage ont entièrement été restaurés. Stuc et dorure ont retrouvé tout leur éclat. Le balcon donne directement sur la place de la Concorde. Sur l'autre rive, juste en face, l'Assemblée nationale. En 1934, c'est elle la cible de l'assaut. Le 6 février, l'extrême droite veut renverser le Parlement. L'attaque tourne à l'émeute. Le soir, des autobus brûlent. On compte plus de 2000 blessés et 15 morts. 6 jours plus tard, une manifestation est autorisée pour la première fois dans Paris. Les antifascistes défilent de la porte de Vincennes jusqu'à la place de la Nation. Un parcours encore très excentré pour ne pas menacer le cœur de la capitale. Ces organisations antifascistes qui marquent des points vont progressivement obtenir de pénétrer Paris toujours un peu plus avant. Et puisque nous sommes à la Bastille, la première manifestation où la place de la Bastille est non seulement appropriée, mais où la statue est réappropriée, où le symbole de la Révolution française est approprié
et même surligné, c'est la grande manifestation antifasciste du 14 juillet.